RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous nous suivez en direct depuis Kinshasa, capitale congolaise. Bienvenue, madame, messieurs, à cette édition vespérale qui part de l'Assemblée nationale où députés nationaux et sénateurs ont repris ce lundi 15 septembre 2025 le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Une session jugée essentiellement budgétaire. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Sama Lukonde Kyenge, a appelé les sénateurs à plus de célérité dans l'examen relatif à la loi de finances, exercice 2026. Reportage. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a procédé ce 15 septembre 2025 à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Dans son discours, le président du Sénat a cependant appelé les sénateurs à déposer à temps réel leur rapport des vacances parlementaires et les exhorte à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2026 et dans le suivi de son exécution à travers un contrôle parlementaire républicain dans un esprit d'assiduité et d'unité. Sama Lukonde a salué également les avancées diplomatiques caractérisées par quelques accords pour la paix dans la partie orientale de la RTC. Sur le plan politique, le Sénat appuie l'approche préconisée par le président de la République Félix Tshisekedi et sous son impulsion d'un dialogue politique inclusif et spécifiquement congolais dans une perspective républicaine pour la souveraineté nationale. Dans le cadre de la consolidation de la démocratie, le président du Sénat plaide pour le renforcement de la gouvernance des provinces dont les sénateurs sont l'émanation et des entités territoriales décentralisées. Il souligne par ailleurs que certaines sont confrontées à des difficultés importantes, notamment en termes de ressources financières insuffisantes, des capacités techniques limitée, d'une coordination interinstitutionnelle faible et d'instabilité politique. Dans un discours qui a balayé tous les aspects de la vie nationale, le speaker de la Chambre haute du Parlement a indiqué que la présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la vie de notre nation. En effet, le pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Jean-Michel Sama Lukonde a saisi également cette occasion pour appeler les sénateurs à faire preuve d'un engagement loyal aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi, d'autant plus qu'il incombe à cette chambre des sages de la République démocratique du Congo de prendre des décisions et de formuler des recommandations susceptibles d'avoir une influence directe sur l'évolution politique, économique et sociale du pays dans le but de consolider l'unité et la cohésion nationale. Le président du Sénat a félicité et encouragé la nouvelle équipe gouvernementale à s'investir pleinement au service de la nation en menant des actions concrètes pour relever les nombreux défis auxquels les populations sont confrontées. Même ambiance à la Chambre basse du Parlement congolais qui a également signé ce même lundi 15 septembre 2025 sa rentrée parlementaire. Après 3 mois des vacances, cette session de septembre étant essentiellement budgétaire également. Plusieurs autres questions de l'heure, notamment la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale et les contrôles parlementaires seront examinés. Ainsi, dans son discours solennel, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe Lokaningini, menacé par une pétition, a rappelé que le conflit avec le Rwanda à l'époque l'a déjà coûté le perchoir de l'Assemblée nationale. Il a donc réitéré sa loyauté à travailler aux côtés du président de la République tout en appelant à la paix et à la cohésion nationale. Suivez Vital Kamerhe. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple.
Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Et malgré ces propos appelant à la paix et à la cohésion nationale, signalons tout de même qu'une pétition visant la destitution de Vital Kamerhe Lwakaningini, président de l'Assemblée nationale, a finalement été déposée à l'occasion de cette réouverture de la session parlementaire de septembre 2025. Et juste après l'ouverture de la session de septembre au Parlement, la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances exercice 2025 conformément à la Constitution. La chef du gouvernement congolais a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 20,3 milliards de dollars américains, représentant ainsi une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. Reportage. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans les mêmes élans, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques.
Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. Dans un autre registre, les forces armées de la République dénoncent des publications sur les réseaux sociaux visant à opposer les militaires au Wazalendo. Dans un communiqué rendu public dimanche, le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, précise que le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, a séjourné à Uvira, au sud Kivu, aux côtés du vice-ministre à l'intérieur dans le cadre d'une mission officielle dont Jacques Machabani était le seul représentant du chef de l'État. Suivez. Dans sa vidéo intitulée « Scandale dans l'armée » que cache Gilles Banza, vidéo mise en ligne le 13 septembre 2025 dans les médias et réseaux sociaux, les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo Chibundi s'en prend particulièrement au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Gilles, tout en mettant en cause le choix porté par le commandant suprême sur la personne du chef d'état-major général. Il s'est même permis de douter de la loyauté du général Banza et de dire qu'il a fui Uvira alors qu'il y est resté même après le départ du chef de la délégation. De ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Justice et paix au Congo, cette structure de l'Église catholique va devoir accompagner tous les processus de paix en République démocratique du Congo en vue d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite ce lundi 15 septembre au cours d'un point de presse tenu au centre interdiocésain. À ces propos, une occasion pour cette structure d'annoncer la célébration de la toute première édition de la Journée nationale de la paix le 21 septembre prochain. Dieu merci Diaga pour images et commentaires. Les bâtiments du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a accueilli les cultes patriotiques de l'Église des Réveils du Congo, plein comme un œuf. La salle et l'hémicycle a reçu plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs. L'archevêque président et représentant légal de l'Église des Réveils du Congo et président de la plateforme de confession religieuse, le gouverneur du Haut-Katanga, les conseillers principaux du chef de l'État en matière d'éducation, sciences, culture, arts, associations et questions religieuses, plusieurs confessions religieuses ont été représentées dans ces cultes. Quelques temps forts ont caractérisé ces cultes patriotiques de paix et de réconciliation axés sur les thèmes « Une Église unie pour une nation forte ». La présentation de l'initiative
Le message de l'archevêque Évariste Yamapia, le mot du gouverneur intérimaire Martin Kazembe, ainsi que l'installation des comités de la région de l'église des réveils du Congo Grand Katanga étaient également au rendez-vous. Nous avons dit une église unie pour une nation forte. C'est par là que nous avons montré que notre unité en tant que Congolais, c'est autour des institutions de la République. Notre unité en tant que Congolais, c'est autour des lois de la République et donc la Constitution. C'est à ce titre que nous avons dit que le tribalisme n'a pas de place. Le message de haine, ça n'a pas de place. Les messages séparatistes, ça n'a pas de place. Et que tous comme peuple, nous puissions travailler pour le développement du Congo. Les participants à ces cultes patriotiques de paix et de réconciliation n'ont pas manqué d'encourager l'archevêque, président et représentant légal de l'Église des Réveils du Congo pour son message de l'unité. Nous sommes tellement ravis de ce qui vient de se passer ici, vu que nous avons vu l'archevêque représentant légal et du message qu'il a véhiculé aujourd'hui pour l'unité de toutes les églises. Nous lui prêtons main forte. Tout ce qu'il pourra décider en tant que notre tête, nous en tant que corps, nous serons toujours derrière. Une église unie, une nation forte, c'est le principal message lancé par l'archevêque Ejiba Yamapia dans le Haut-Katanga. Et dans le Haut-Katanga, l'archevêque et président de l'église de réveil du Congo, Évariste Ejiba Yamapia, a célébré un culte axé sur le thème « Une église unie pour une nation forte » dans son message devant les fidèles. Le président de la plateforme de confession religieuse a prêché l'amour, l'unité et la paix. Il a profité de l'occasion pour présenter l'initiative de paix portée par les confessions religieuses. Voici le détail dans ce reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la nuit du 14 au 15 septembre 2025, la paroisse Saint-Kiwanuka, située à Kingabwa, dans la commune de Limete, a été la cible d'une attaque armée. Des hommes non autrement identifiés, lourdement armés, qui ont fait irruption dans l'enceinte même de la paroisse. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais des objets de valeur ont été finalement emportés, notamment du matériel de sonorisation, des documents administratifs et des téléphones portables. L'attaque a laissé les paroissiens sous le choc. Suivez le curé de la paroisse, le révérend père Marie Kufoyi, qui explique la situation au micro de Pédi Pereira. Il y a eu un groupe de personnes qui étaient aux alentours de 1h, 2h du matin. Et l'un d'eux, en tenue militaire, cagoulé, est passé par le mur et a braqué l'arme au gardien, d'après le récit du gardien. Et il a imposé au gardien ou celui qui a pris les clés pour ouvrir l'église. Et dans l'église, nous avons deux petites caisses qui nous servent de contribution des chrétiens pour aider notre hospice. On a un hospice de vieillards, de personnes âgées à quelques pas de la paroisse. Et pendant toutes ces opérations, d'après le récit des gardiens, ils ont mis les gardiens par terre, ils ne pouvaient pas bouger. Et quand il a opéré dans l'église, il est passé maintenant de ce côté ici, du côté du bureau de la parole, le bureau du curé. Et là, la porte étant en métal et solide, et pour ouvrir la porte, il a tiré 4 coups. Je crois qu'ils ont ramassé les 3 autres balles et une douille est restée ici. Et évidemment, la serrure a cédé. Et il est entré, bon, il a opéré et à l'intérieur, il a fait sortir tous les tiroirs, les armoires, il a tout cassé. Et là, bon, il a pris la quête de la semaine de messe quotidienne et la quête du week-end. Donc, tout est parti, tout ce que les chrétiens ont pu donner pour cette semaine, pour la vie de la paroisse. Ils ont tout pris. Civilo-politique, nous demandons la sécurité. Nous demandons de vivre en paix. Si on commence à toucher au lieu de culte, à une église, à un bureau de paroisse,
Vraiment, on atteint le Rubicon, on atteint les limites, on dépasse les limites du tolérable. Et donc nous demandons que nous soyons sécurisés. Il y a eu un groupe de personnes sécurisées. Revenons sur cette justice paix au Congo, cette structure de l'Église catholique qui va devoir accompagner tous les processus de paix en République démocratique du Congo en vue d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite ce lundi 15 septembre au cours d'un point de presse tenu au centre interdiocésain. Une occasion pour cette structure de l'Église catholique d'annoncer la célébration de la toute première édition de la Journée internationale de la paix le 21 septembre prochain. Dieu merci Diaka pour images et commentaires. La conférence épiscopale nationale du Congo, à travers ses décisions prises à l'issue de l'Assemblée plénière de mai 2025, autorisé Justice Paix Congo de célébrer désormais la Journée internationale de la paix comme la Journée nationale Justice Paix. Cyril Kikomba, secrétaire exécutif de cette structure de l'Église catholique, a annoncé ainsi la toute première célébration de cette journée le 21 septembre prochain. Entre les Mbole et les Lengole, je crois ça, je ne me suis pas trompé. À Manono, là-bas, il y a tant de conflits entre les Pygmées et les Bantous. Dans les Kassai, il y a encore des résidus de Kamina Sampou. Il y a beaucoup de conflits communautaires. Nous allons travailler, et tant d'autres qu'on n'a pas cités ici, nous allons travailler pour accompagner tous les processus de paix qui vont encadrer toutes ces tensions, les accompagner jusqu'à ce que le feu puisse s'éteindre et que nous puissions parvenir à une paix durable dans notre pays. Nous n'allons pas nous arrêter là, on va accompagner les communautés post-conflit, parce que le plus grand problème dans notre pays, c'est aussi les frustrations et les traumatismes. Il va falloir aussi faire en sorte que les victimes accèdent à la justice transitionnelle. La Journée nationale Justice et Paix sera précédée par la Semaine Justice et Paix qui sera marquée par plusieurs activités, notamment les journées scientifiques Justice et Paix qui se dérouleront du 16 au 18 septembre prochain à Kinshasa et dans les commissions diocésaines Justice et Paix. Dans sa vision, Justice Paix Congo rêve d'une République démocratique du Congo où les droits et libertés de chaque homme et femme créés à l'image de Dieu soient respectés et appliqués. En politique, parlons du président fédéral Sensé Mwamba Peter Kalala qui a entamé une série de descentes dans différentes sections pour la redynamisation du parti en vue de préparer les prochaines échéances électorales. Lors de la première étape de sa tournée à la section de Lemba, Peter Kalala a appelé à l'unité et au bon fonctionnement du parti cher à Pius Mwabilou, tel que recommandé d'ailleurs par son autorité morale, le sénateur Mwabilou. Dieu merci Diaka et Yannick Bilamo pour plus de détails. Le Congrès national congolais CNC, parti cher au sénateur Pius Mwabilou, est en pleine redynamisation pour mieux préparer les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. C'est ce qui justifie la descente du président fédéral Sensé Mwamba Peter Kalala à la section de Lemba, première étape de sa tournée de redynamisation du parti dans ces coins de la capitale congolaise. Devant les comités sectionnaires, la jeunesse et la Ligue des femmes, le président fédéral Sensé Mwamba a insisté sur la restructuration, l'unité, les bons fonctionnements du parti, exhortant chacun à l'abnégation, la discipline et le dévouement. Consécutivement au lancement des activités par l'autorité morale Pius Mwabilou Mukala le mois dernier, nous avons initié à ce jour une tournée de redynamisation du parti dans le Mwamba. Alors aujourd'hui, nous étions accueillis dans la section Lemba pour mobiliser les camarades, redynamiser le parti à partir de cellules de base, afin que nous préparions déjà les échéances électorales qui se pointent en 2028. Le deuxième objectif est celui de recueillir les desiderata de la population de Mwamba. Vous êtes sans ignorer que l'autorité morale Pius Mwabilou Mukala a été élu ici pour la 4e fois député national. Alors nous avons été mandatés de recueillir
le desiderata de ses électeurs pour enfin lui faire rapport et que lui, à son niveau, parce que la rentrée parlementaire se pointe déjà ce lundi, qu'il puisse porter la voix de ses électeurs au niveau de l'Assemblée nationale. Le président fédéral a également recommandé aux responsables de privilégier la compétence dans la proposition de nouveaux comités. A noter que Peter Kalala se rendra le dimanche 21 septembre prochain dans la section de Kisenso, deuxième étape de sa tournée. Dans le domaine de la santé, l'actualité reste dominée par le démarrage de la vaccination contre la maladie à virus Ebola à Boulapé dans la province du Kasaï. 48 prestataires des soins ont déjà reçu leur vaccin et le ministère de la Santé déploie actuellement les matériels de riposte pour mener à bien cette lutte. Ces informations ont été données à la réunion hebdomadaire sur la situation sanitaire qui prévaut au pays. Clarisse Koko-Kapalay. Près de 50 infirmiers sur les 85 que compte l'hôpital général des références de Boulapé au Kasaï sont déjà vaccinés contre la maladie à virus Ebola. C'est ce qui a été dit au cours de la réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique en RDC présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. La vaccination a également commencé. Et la situation épidémiologique à la semaine 36, donc ça fait état de 46 cas suspects, 33 confirmés, parmi lesquels on a 16 décès. Et on a, parmi les points saillants aussi, c'est qu'au niveau de la zone de santé de Boulapé, on a commencé à vacciner depuis hier, le 14 septembre. Et la vaccination concernait essentiellement les prestataires de soins au niveau de l'hôpital général de référence de Boulapé, où on a eu déjà à vacciner autour de 48 infirmiers sur les 85 que compte l'hôpital général de référence. Concernant le choléra, la situation épidémiologique reste préoccupante, bien qu'il y a une amélioration. À la semaine 36, 1160 cas ont été enregistrés, soit une baisse de près de 18% par rapport à la semaine 35. Mais là, on a noté que les zones qui nous continuent à poser problème, c'est vraiment le Maniema et les provinces, la province du Maniema et les provinces en insécurité, où certaines zones sont difficiles d'accès, notamment au nord Kivu et au sud Kivu. À la semaine 36, la RDC a enregistré 630 cas de Mpox avec une tendance générale à la baisse. Les foyers actifs sont désormais localisés principalement dans les 3 provinces, à savoir Sankuru, Otuele et Bazouele. Enfin, Kinshasa enregistre de plus en plus de cas d'incendie. Un ancien immeuble réduit en chantier juste à côté de l'immeuble Rouzizi à Gombe a connu un incendie l'après-midi de ce lundi. Cet immeuble avoisine l'hôtel Memling et ce feu aux allures dévastatrices ont ravagé de biens gardés dans cette parcelle. Un camion anti-incendie a finalement maîtrisé la situation quelques temps après, mais la cause de ce drame reste inconnue. Et voilà qui met un terme à cette grande édition d'actualité sur la RTGA qui se referme déjà. Merci pour l'attention accordée à ces journaux. À très bonne suite de programmes sur nos antennes. Et rejoignez-nous également sur YouTube www.groupelavenir.org. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.